Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver et deuxième salut pour ceux qui étaient déjà ici. Alors, la personne que nous allons accueillir est tout à fait singulière. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous étaient au cinéma hier, au Méliès, et ont pu voir le film de Atiq Rahimi qui était... Ma femme m'a dit ce matin, j'ai dormi cette nuit, mais les images du film m'ont poursuivi quasiment toute la nuit. Donc c'est à nouveau une insomnie, mais ça prouve quand même la qualité du film. On a beaucoup de chance de recevoir Tariq Arimi, qui a accepté donc de venir à Pau. Il est né à Kaboul, il a connu l'invasion soviétique à l'époque, ce que sont devenus les Russes maintenant, qui ont envahi l'Afghanistan en décembre 1979. Et il s'est réfugié en France. Et depuis, il a été naturalisé, il habite chez nous, et il est absolument désespéré par le sort des femmes en Afghanistan, qui est celui que j'imagine que vous savez. Je vous raconte quand même, je vous répète plus exactement ce qu'a dit Meryl Streep il y a 2 mois, le 23 septembre 2024. Elle avait fait une démarche à l'ONU, elle a été reçue à New York au siège de l'ONU, où elle voulait absolument entamer une démarche pour que le monde entier se réveille, mais n'accepte pas le sort des femmes qui est fait en Afghanistan, qui est réservé aux femmes. Et elle a dit, un oiseau peut chanter à Kaboul, mais ni les femmes ni les filles ne le peuvent. Un écureuil a davantage de droits qu'une fille en Afghanistan aujourd'hui, parce que les parcs publics ont été fermés aux femmes et aux filles. Si on ajoute à ça le fait qu'elles n'ont pas le droit d'aller à l'école après l'âge de 8 ans, qu'elles doivent être couvertes complètement, qu'elles n'ont pas le droit de sortir seules, un voile intégral imposé et pas d'accès aux travaux, sauf si elles sont sous la surveillance d'un homme. Et donc elle demandait qu'il y ait un appel du monde entier, que des pressions soient faites sur l'Afghanistan pour changer ce régime. Alors, je disais que Atiq Rahimi était désespéré du sort qui est réservé aux femmes dans son pays. Parce que, en fait, si quelqu'un adore les femmes, c'est Atiq Rahimi. Il pense tout simplement qu'elles sont indispensables à la liberté et qu'il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. On peut penser que c'est l'évidence, mais comment penser que autrement, quand les femmes, on s'en souvient, portent tous les enfants de la Terre, filles et garçons, et qu'elles sont finalement les seules protectrices du genre humain depuis qu'elles existent. Il pense aussi que les idées durent plus longtemps que les pouvoirs. Et il a une pensée dure pense que la pensée et l'écrit sont plus résistants que les dictatures et les régimes politiques qui sont souvent plus fragiles dans la durée. Il a quitté son pays, l'Afghanistan, il est accueilli en France. On va l'écouter et vous verrez, c'est un poète formidable. Il est gai et triste. Il est en colère et plein de douceur. Il est d'ici et d'ailleurs. Il est nostalgique et aventureux. Et surtout, il est décidé à combattre pour que l'avenir soit meilleur que le présent. On l'accueille.
Il ne retire jamais son chapeau à l'habitude. Juste avant de commencer, justement à propos de ce chapeau. Enfin, c'est toujours bien de commencer avec une histoire drôle, non? J'étais avec feu mon éditeur, Paul Oczachowski-Lorenz, au Salon du Livre à Jérusalem. Alors, je prends un taxi qui m'amène au salon pour le signer des livres. Et le conducteur, on m'a dit « D'où est-ce que tu viens ?» en anglais. Je dis « La France, mais je suis d'origine afghane. » Le volant qui tourne et puis il me regarde. Il dit « Il y a des Juifs en Afghanistan ?» Oui, c'est votre chapeau. Oui. Et oui. Et moi, je dis oui, en effet, il y avait une communauté juive, il y avait même de synagogues, de rabbins, etc. Mais juste après la guerre afghano-soviétique, ils sont partis. Et je dis oui. Et là, il dit d'accord. Mais moi, je ne suis pas juif. Ah. Encore, il conduit. Mais tu t'es converti? Je dis non, je suis athée. Encore la voiture qui va dire que... Et on me dit, mais alors, pourquoi tu portes le chapeau? Tu sais très bien que nous, les Juifs, pourquoi on le porte? Je dis, oui, pour vous rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Il dit, voilà, et toi? Il dit, moi, je le porte pour m'en protéger. Voilà. Il vous a quand même emmené à destination. Oui. Hein? Je garde toujours pour moi. On ne sait jamais ce qui se passe en vous. Alors, Tariq Rahimi. Tariq Rahimi. Atik, pardon. Atik, je peux encore raconter une histoire? Oui. Allez, on ne fait que des histoires, alors. Allez-y. Encore, j'étais dans un salon de livres. Il y a un jeune qui vient me voir. Il dit « Tariq Ramadan ». J'étais là. Je dis « Oui, bonjour mon frère ». Et il dit « Je peux vous serrer la main parce que j'adore tout ce que vous dites contre ces Européens, contre les athées, etc. » Je dis « Oui, mon frère, j'essaye de tout faire. » Non, il dit « Bon, alors, merci. » Je dis « Ok, je peux vous confier une chose ?» Le garçon, il dit « Oui. » Un secret, évidemment. Un secret. Je dis, écoutez, je ne crois pas du tout à ce que je dis. Bon, maintenant, on peut aller. Vous avez vu quand même que ce garçon qui mène une bataille de tous les jours, c'est quand même, il a gardé le sens de l'humour. Et quel humour, parce que tout ça est d'une finesse orientale qui est quand même une des composantes absolues de votre existence. Alors, c'est un peu émouvant de vous recevoir parce que finalement, vous avez traversé toutes ces années, depuis votre départ de Kaboul, en traversant quasiment tous les problèmes que le monde a rencontrés depuis ce temps-là. Vous êtes parti, votre frère a été assassiné un an après, je pense, ou 2 ans après. Vous l'avez su que plus tard. Vous arrivez en France. Là, vous êtes... la France vous accueille assez bien puisque vous êtes naturalisé quasiment le jour de votre arrivée ou tout de suite après. Mais vous êtes en exil. Vous allez nous parler de l'exil tout à l'heure parce que je pense que tout le monde ne se rend pas compte de ce que représente l'exil pour quelqu'un, même quand il est bien accueilli. C'est une cassure. Il se trouve que j'ai habité le Liban pendant 7 ans pendant la guerre et que je connais beaucoup de Libanais qui sont venus en France où ils sont bien accueillis. Mais on mesure mal ce que c'est que l'exil. C'est même libre, on a... Alors, je voulais vous demander précisément comment vous réagissez après avoir traversé une vie assez vertigineuse. Vous arrivez en France,
vous écrivez, vous réalisez des films, vous êtes prix Goncourt pour votre premier livre en français en 2008. Je veux dire, vous arrivez réfugié, et 10 ans plus tard, vous êtes prix Goncourt France, vous faites un film qui est connu dans le monde entier, et vous étiez, l'an dernier, vous étiez jury du Festival de Cannes. Mais je dis, mais qu'est-ce que pense Atik Arimi quand il... Voilà, tout ça en quelques années, dans des conditions qui étaient au départ très très difficiles. Vous vous regardez de temps en temps en me disant, mais comment j'ai fait? Bien sûr, bien sûr. Bon, on entre dans un sujet sérieux, en effet, l'exil. C'est vrai que quand j'ai quitté l'Afghanistan en 84, 84, j'avais déjà décidé de venir ici en France. Pourquoi? Parce que j'étais dans une famille assez particulière, d'abord politiquement parlant. Mon père était monarchiste, et en 1973, quand il y a eu le coup d'État pour renverser la monarchie et proclamer la République d'Afghanistan, mon père a été arrêté. Puis, entre-temps, mon frère, qui est né de 4 ans de moins, lui, il est devenu communiste. Ma sœur, l'aînée de tout, elle est devenue féministe avant l'heure. Ma mère, elle était plus ou moins croyante, spirituelle. Et moi, bien sûr, entre tout ça, je n'avais pas d'autre choix que de devenir anarchiste. Je n'ai pas d'autre choix. Et même mon père, qu'il était germanophone, ma mère anglophone, ma soeur aussi anglophone. Et tout le monde était anglophone chez vous? Mon frère, plus tard, il était quand même, il était à la Polytechnique fondée par les Russes. Donc il a commencé à apprendre le russe, oui. Bon communiste qu'il était. Donc voilà. Et mon père a dit, et ma mère aussi a dit, maintenant toi tu fais le français. Parce que dans la famille, il fallait que tout le monde parle, chacun parle une langue particulière. Bon, voilà. C'est comme ça que ça a duré. C'est vrai que le français, mais malheureusement, quand je suis entré au lycée franco-afghan, 3 ans après, les soviétiques avaient envahi l'Afghanistan, etc. Et puis les Français avaient quitté. Et moi, à ce moment-là, mon père était sorti de prison, il est parti en Inde, et moi aussi, je l'ai suivi en Inde. Donc, j'ai pas beaucoup non plus, j'ai pas beaucoup vécu dans mon propre pays, dans ma propre langue aussi. Et puis le français aussi, j'avais un français très bancal, pire qu'aujourd'hui. Donc voilà. En revanche, quand je suis retourné en Afghanistan, repartir clandestinement pour venir ici en France. Évidemment, au début, c'était très difficile. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'ai laissé toute la famille derrière moi en Afghanistan. Et j'étais le seul, parce que ma famille voulait protéger mon frère, qui, à ce moment-là, il était très, très engagé dans le gouvernement pro-soviétique et avec qui je n'étais pas d'accord. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le chemin de l'exil. Qui était pour lui une sorte de trahison. Donc, il a tout fait pour que j'entre dans l'organisation de la jeunesse communiste. Mais j'ai toujours résisté, j'ai parti. Au contraire, je me suis plutôt rapproché de la résistance, justement de la jeunesse résistante. Et puis, j'ai quitté clandestinement avec les moudjahidines de l'époque, de la résistance plutôt, pour aller au Pakistan et demander l'asile politique à l'ambassade de France. Voilà. Donc, arrivé ici en France, je voulais apprendre le français, pas dans les centres linguistiques de formation habituelle. Voilà. Je voulais apprendre la langue française à travers sa littérature. Donc, tout de suite, je me suis inscrit comme auditeur libre
à l'université de Rouen, comme auditeur libre. Oui, et pour apprendre la langue, tout simplement, et en lettres modernes. Le premier jour, j'y vais, et c'était un cours sur le nouveau roman. Le professeur parlait d'Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute. J'ai entendu, je ne comprenais rien, tout ce qu'il disait, le nouveau roman et tout ça. Désespéré. Je suis rentré chez moi. Pendant 1 an, je me suis mis encore à travailler sur la langue française et surtout sur la littérature contemporaine française. Voilà. 1 an après, je suis retourné à l'université et je me suis inscrit officiellement. Je dis voilà, je vais apprendre correctement. J'entre et le premier cours, cette fois-ci, c'était l'ancien français. Donc il fallait apprendre le latin et tout ça. Donc voilà, c'était un chemin, oui. Mais ça m'a permis quand même voilà, de toucher la langue française d'une autre manière. Et c'est parce que, comme toujours, pour moi, ce qui est important dans une langue, c'est sa rhétorique, sa poésie, que sa grammaire. Donc, voilà, j'ai tout mis pour apprendre le français à travers sa littérature, à travers sa rhétorique, qu'autre chose. Votre langue naturelle, c'était l'afghan. Et quand on est en exil, loin de son pays et de tout ça, il faut combien de temps pour se sentir un peu chez soi dans le pays d'accueil? Je ne crois pas. Quand on quitte son pays, ses origines, c'est très difficile ensuite. En revanche, il faut avoir une certaine vision, un certain esprit pour assumer son déracinement. Comme disait l'autre, sa déterritorialisation. Alors, et pour cela, j'ai eu un modèle dans la littérature persane, qu'ici on connaît sous le nom de Rumi, le grand poète du XIIIe, XIVe siècle. Lui, il avait quitté sa terre natale, le nord d'Afghanistan, à l'âge de 12 ans. Ensuite, s'est installé à Konya, en Turquie. Et il a, évidemment, jusqu'à l'âge de 32 ans, il ne faisait rien, il était un grand théologien, mais à partir de l'âge de 32 ans, en tombant amoureux d'un homme, d'un sage, grand sage, qu'il avait 62 ans, il est devenu poète. Et l'un de ses grands poèmes, Masnavi, composé de 70 000 vers magnifiques, commence avec un vers extraordinaire qui dit « Écoute le naï, comment elle se lamente. » Écoute le naï, cette flûte, la flûte. Fabriquée à partir de roseaux. Écoute le naï, comment elle se plaint de sa séparation. Lorsqu'il a quitté tout, hommes et femmes se sont lamentés aussi. Et il continue pour arriver à cette idée que, ok, si je restais là où j'ai poussé, c'est-à-dire là où je suis né, je resterais une tige. Mais le fait de m'avoir coupé la racine, parti ailleurs, je suis devenu la flûte et aussi justement le kalam, cet instrument de la calligraphie qui existe chez les personophones, mais aussi ça existait depuis un certain temps. Donc, ça vous a dit, je vais devenir un instrument. C'est l'exil, il fait de vous quelque chose d'autre. Et pareil, ce fameux poème, cette fameuse phrase de Rimbaud que tout le monde connaît, « Je est un autre ». C'est fantastique, mais
qui connaît la suite de ça? Et c'est ça qui est très, très important pour moi. La suite, c'est qu'il dit, c'est une lettre dans laquelle il écrit ça. Je est un autre, tant pis pour le bois de devenir violent. Absolument. Donc, l'exil vous donne cette possibilité. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, comme tout à l'heure, vous m'avez présenté en disant que voilà, j'ai à la fois cette nostalgie, mais aussi ce goût d'aventure et d'aller plus loin. Je crois que c'est grâce à ces deux modèles, grâce à ces poèmes, grâce à cette vision, en effet, il faut. Et puis... Comme quoi Voilà. Non, comme quoi les mots, Ouais. ça change le monde. Ah bah oui, en tout cas, ça peut changer complètement l'idée qu'un homme se fait de lui-même, par exemple. C'est exactement, c'est comment se construire. C'est ça. L'idée de l'exil, ensuite, cette expérience de l'exil m'a amené aussi vers d'autres horizons, vers d'autres conceptions de la vie et de tout. C'est-à-dire, premier exil, c'est quoi? Ce n'est pas un Afghan ou un Syrien ou quoi que ce soit. Non, toute l'humanité expérimente justement cet état-là, cet état originel qui est quitter le ventre de sa mère. Ça, c'est le premier exil humain, qui est tous les êtres humains connaissent l'exil. Connaissent cet exil. Le jour de la naissance. Le jour de la naissance. C'est douloureux. C'est aussi bien pour la mère, mais aussi pour ce nouveau-né, oui, qui vient dans l'autre. Et puis, si on est croyant, si on est monothéiste, et même si on n'est pas monothéiste, même dans d'autres cultures, dans d'autres religions, vous voyez, l'humanité a commencé par l'exil. Le premier exil biblique, c'est quoi? C'est Adam et Ève. Ève, vous voyez, elle a eu l'audace, plus que l'homme, de quitter le paradis, de quitter le confort, pour devenir autre chose, pour créer l'humanité. Donc, de ce point de vue, il faut quand même voir l'exil autrement comme qu'une souffrance. Une souffrance, mais qui vous amène vers quelque chose d'autre, qui vous permet de vous construire, de connaître un autre horizon, une autre culture, de connaître le monde. Est-ce que le culte que vous... on a dit tout à l'heure que pour vous, si une femme n'est pas libre, l'homme ne peut pas être libre. C'est-à-dire que c'est une condition absolue pour que l'homme soit libre, c'est que la femme le soit. Oui, et moi je dirais même l'humanité. L'humanité, oui. L'humanité, pas que l'homme en tant que sexe, en tant que genre. Non, c'est toute l'humanité. Je crois que je dis toujours, comme j'ai dit dans mon livre Pierre de Patience, si dans le monde, n'importe où, une femme souffre, c'est l'humanité qui souffre. Oui, ça, j'ai vu dans ma famille, j'ai vu avec ma mère. Bon, évidemment, elle ne souffrait pas de ce système phallocrate qu'aujourd'hui on voit dans le pays. À l'époque, ce n'était pas ça. Mais le fait qu'une femme très active dans sa vie, devenue à cause de ses enfants, justement une femme de foyer, et puis voir son mari en prison, c'est à elle de mener justement la vie, et puis de grandir 4 enfants, etc. Et j'ai vu ça, en effet. Et j'ai grandi dans ce milieu, dans cet esprit. Donc oui, si je m'attache aux femmes, c'est tout ça. Et c'est ça qui a peut-être m'a aidé à chérir justement mon côté féminin. Ça passe par la mère? Par votre mère? Bah, toujours. 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 Malgré que mon père... J'ai toujours remarqué que les exilés
ont une relation très spéciale avec leur mère, toujours. Plus que les gens qui naissent dans l'endroit où ils vivent. Oui. La mère représente quelque chose de tellement... Écoutez, oui, parce que la mère patrie, la langue maternelle, vous voyez, ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire quitter le ventre de sa mère, évidemment sa terre. Et d'ailleurs, dans la langue française aussi, ça rime tellement bien, la terre, mère. Donc, oui. Où avez-vous appris cette poésie naturelle qui est la vôtre? Chaque fois que vous parlez, dans la manière de dire, dans la manière de choisir les mots, dans le rythme, je ne parle pas du fond, là. Je parle tout simplement d'un conteur. Vous avez... écoutez, quand même... Ça, c'est la littérature? Oui. Ou c'est l'Orient? Oui, l'Orient est connu, mais quand même, ensuite, au sein de chaque famille, de chaque milieu, change aussi. Évidemment, mon père, lui, il s'attachait tellement à la littérature. Nous, on était très jeunes quand il avait construit une bibliothèque familiale dans laquelle on trouvait tous les grands classiques persanes, mais aussi les grands classiques étrangers, tous traduits en persan par les Iraniens à l'époque, bien sûr. Donc, oui, c'était ça. Et tous les matins, mon père, au lieu de faire sa prière, il lisait des poèmes. C'était ça, sa prière. Et même, ça vous l'avez vécu avec lui? Oui. Je l'ai perdu, ça fait pas longtemps, il y a 1 an. Et jusqu'à la fin de sa vie, il vivait aux États-Unis, exilé aux États-Unis. Quand le lendemain de son décès, avec mes sœurs, on a fouillé dans ses affaires, dans sa chambre, on a trouvé plus de 100 carnets de poésie. Il a écrit... Dans la chambre d'hôpital? Non, dans sa chambre chez lui. Chez lui. Il avait écrit 3000 quatrains de poésie. Donc, oui, j'ai grandi aussi avec un tel père. Donc, très jeune, je me suis mis à écrire, à lire. Et c'est peut-être ça aussi, cette influence, bien sûr. Et puis, notre culture est très ancrée dans la poésie. L'art du roman est presque inexistant, mais la poésie, oui. Moi, je me souviens avoir été en Iran pendant la Révolution, quand Khomeini est arrivé. Il y avait des poèmes à la télévision qui faisaient la plus grosse audience du pays. Écoutez, nous, à l'école, c'est un des cours, c'était quoi? C'était des championnats de poésie. Pas l'écriture, mais voilà, il y avait un jeu de poésie. Dans chaque école? Chaque école. Toutes un les concours semaines, de poésie? 1 heure, oui. Et d'ailleurs, comme notre littérature est complètement une littérature de poésie, évidemment, on étudie plus de la poésie que les textes ou que les romans, bien sûr. Donc, voilà, oui, ça a joué aussi. Mais alors, on se pose la question, mais pourquoi? En effet, pourquoi la poésie est si présente dans ces pays-là? Notamment dans les pays musulmans. La réponse est simple, parce que la poésie vous permet de dire les choses, pas directement, mais Allusion. dans les métaphores. Allusion, métaphore. On s'exprime par des paraboles, etc. Et tout simplement parce que il y a quand même quelque part une sorte de censure, une sorte d'autocensure, imposée bien sûr par le système politique et religieux. Donc, c'est une défense. C'est une défense, c'est se cacher, c'est une sorte de fuir aussi. Oui, la poésie nous aide
d'un seul coup. Et puis, évidemment, c'est très, grâce au rythme et aux rimes, c'est très facile à apprendre par cœur, bien sûr, et puis de s'exprimer de cette manière. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est complètement autre chose, mais jusqu'à certains temps, donc, tous les hommes politiques afghans s'exprimaient à travers de la poésie. Dès qu'ils commençaient à parler des affaires sociales, des affaires géopolitiques, ils commençaient avec un poème. Donc, bien sûr, c'est vrai qu'avec la poésie, on essaye de changer de monde, mais on ne change pas le monde. On rêve. On rêve. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots en afghan que vous traduirez en français sur la manière dont la femme, qui est depuis le 12-13e siècle dans la civilisation perse, aimait les femmes, respectait énormément les femmes. Et dans ce pays maintenant, qui est le pays le plus fermé, est-ce qu'il y a une phrase, un poème qui... Écoutez, c'est ça. Alors, autre chose aussi, une particularité de la langue persane, c'est qu'il n'y a pas de genre. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas de genre. Donc, il n'y a pas de féminin, masculin et féminin. Non. Donc, quand un poète s'adresse à Dieu ou à une personne, on ne sait pas si la personne est une femme ou un homme, ou même Dieu. Est-il une femme ou un homme? Ça non plus, on ne le sait pas. Donc, ça reste dans le flou, d'une certaine manière. Et je peux pas, je peux, oui, vous citer tant de poèmes, mais c'est pareil, on ne sait pas. Mais quand même, je vais vous dire... J'ai lu une phrase, si tu crois que tu es un homme parce que tu as la force physique de battre ta femme, si tu es vraiment un homme, tu as une seule obligation, c'est de lui baiser la main, et de t'agenouiller devant elle. Ah, là, peut-être ça existait dans d'autres... Moi, je ne sais pas, ça je ne connais pas. Moi, je connais toujours des poèmes un peu intrusifs, des poèmes provocateurs, des poèmes qui racontaient des choses, oui, comme mon dernier livre, Mesti, qui est là, dans lequel je parle justement d'une dame, d'une poétesse de 11e, 12e siècle. Alors, elle, à cette époque-là, elle avait justement le courage, l'audace d'écrire des quatrains osés, sans métaphore aucune, cru, avec un langage cru, et puis ne parler que de sexe, de l'ivresse, et aussi de la condition des êtres humains à l'époque. Donc, oui, il y a eu ça aussi. Des poèmes, des quatrains magnifiques que, si vous voulez, on peut vous citer quelques-uns plus tard. Mais là, alors, ce qui me vient en tête immédiatement, et pour poursuivre sur la question de la parole, de dire les choses. Ça, je viens justement à se dire de Shams, qui était le maître et voilà, l'amoureux ou l'amant, ce que vous voulez, de Rumi. Lui, il disait, je le dis d'abord en persan. Mora ahliat goft neist, kash ke ahliat shunudan bude. تمام گفتن می باید و تمام شنودن اما بر گوش ها مهر است بر زبان ها مهر است بر دل ها مهر است. La traduction: nous ne sommes pas aptes à tout dire si seulement on pouvait tout écouter. Il faut tout dire et tout entendre. Mais malheureusement,
nos lèvres sont scellées, nos oreilles sont scellées, nos cœurs sont scellés. Oui, d'où on vient, c'est un poème de 13e, 14e siècle, mais avec cette actualité Déjà, hein, c'est fou. incroyable. Ah, c'est fou. Ouais. Vous avez écrit un livre, là, je l'ai sous les yeux, Si seulement la nuit, qui est... J'ai été ému par ce livre, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, vous êtes avec votre fille, qui a 18 ans à l'époque, ou 19 ans, et vous êtes tous les deux bloqués dans Paris par le Covid, et vous ne pouvez plus vous voir, comme vous voyez régulièrement. Et donc, vous avez cette idée, un jour, de dire, je vais lui écrire. Et juste pour dire, vous aviez décidé de faire votre vie en France. Ça y est, vous étiez installé, vous aviez des amis, vous aviez un réseau, etc. Tout allait bien. Et votre fille, c'est elle qui va intervenir pour vous demander, mais raconte-moi l'histoire de la famille, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et vous qui avez décidé d'intégrer complètement la société française, votre fille vous a obligé, contre votre envie même, d'évoquer toute votre vie ancienne, vos parents, votre père, votre mère, d'où on vient, etc., etc. J'ai trouvé ça, ce dialogue écrit. Qui a eu l'idée, vous ou la fille? C'est vous. Ah ben non, c'était cette mauvaise herbe, ma fille. Et là, ça commence très bien. Vous dites, tu me manques, etc. Oui. Et la première lettre dans laquelle elle vous répond, elle dit, après des mots d'amour à votre endroit, elle dit, mais toi, tu ne me manques pas. Oui. Belle réception pour un poète comme vous, espérant être reçu avec tous les hommages dus à votre statut. Oui, c'est qu'en effet, on était chacun bloqué dans son coin. Et nous, on s'était dit, bon, on ne s'appelait plus. On ne s'envoyait plus des petits messages de 2-3 mots ou avec des têtes de mecs qui disent « coucou », etc. Dit non, on va écrire. Pourquoi? D'accord, d'abord, parce que j'étais dans un désarroi total cette année-là. Je venais de faire un film au Rwanda sur le génocide, sur les prémices de génocide. À cette occasion, j'avais écrit un livre, un carnet de voyage, un carnet lyrique avec des poèmes et des contes sur Rwanda et sur le thème, cette violence. Et puis, j'ai fait aussi des dessins. Donc, j'avais pas mal de programmes. La sortie du film, la sortie du livre, la galerie. Et aussi, j'avais à l'Opéra de Lyon l'opéra. Ah oui, vous aviez écrit le texte. Etc. Et tout était tombé. Et j'avais aussi un tournage au mois de septembre au Liban. Et j'étais dans la dépression totale. Vraiment, c'était un moment suicidaire. Famille, je suis là. Voilà. Et de l'autre côté, elle aussi, elle qui s'est battue pour entrer au Conservatoire national de l'art dramatique, pour devenir comédienne. Et c'était son dernière année. Et d'un seul coup, tout a été fermé. Tout était fermé, oui. Tout était fermé. Et d'abord, j'étais justement pour la secouer, pour la faire venir justement à la vie, lui donner un peu d'espoir, etc. Et alors que moi, j'étais dans le désespoir total, mais c'est toujours... Les écrivains, c'est ça. Oui. Ils sont toujours... C'est dans le moment le plus désespérant qu'on écrit. Oui, oui. Si on est heureux, non. D'ailleurs, Hemingway qui avait dit une chose magnifique, il disait « Malheur à cet écrivain qui a eu une vie heureuse ». Donc, c'était un peu ça. Bon, oui, et je lui ai écrit une première lettre, elle m'a répondu très vite, et ensuite on a entretenu cette relation par correspondance. Et c'est vrai que ça m'a permis de retourner dans mon pays, imaginairement bien sûr,
de réfléchir sur cette structure familiale dans laquelle j'avais grandi, et puis mon rapport avec elle. Parce que, évidemment, j'étais né en Afghanistan, dans cette culture. Ensuite, venir en France avec tout ce passé ancré dans une autre culture, dans une autre langue, dans une autre manière de vivre et penser. Elle était née ici en France, dans une autre langue, dans une autre culture. Je cherchais à savoir, à comprendre comment on pourrait se communiquer, comment on pourrait se comprendre, comment lui parler, comment l'un à l'égard de l'autre être compréhensif et compréhensible. Et c'est vrai que ces lettres m'ont beaucoup aidé, et je crois aider aussi elle, à ma fille Alice. Pourquoi Alice? Ah, c'est une longue histoire. Non, non, alors pour être très court, tout simplement parce que la première phrase en français que j'ai apprise dans ce lycée franco-afghan, c'était « Voilà Alice, elle dort ». Et ça vous a poursuivi toutes ces années? Oui, et puis le livre Alice au pays des merveilles, etc. Donc je suis parti dans un rêve. Et dès qu'elle était née, c'est en 96, qu'on m'a demandé, je dis écoutez, Alice, sans hésitation aucune. Vous savez quoi? Quand j'ai fini la lecture de ce livre, je me suis dit que ça devrait être obligatoire. Parce que ce qui ressort de votre dialogue écrit, c'est une explication entre parents et enfants, à l'âge qui était le sien, 18-19 ans, qui n'existe dans aucune famille. Aucune famille ne fait ça. Et c'est très difficile de faire à l'oral. C'est très difficile. Il faut une raison pour parler sérieusement. Enfin bref, tout s'oppose à ce que parents et enfants trouvent l'occasion, l'envie en même temps de parler de ça, du fond des choses. Et je me suis dit que cette méthode de s'écrire une lettre et de poursuivre pendant quelques mois. Oui, pendant un an. Poursuivre un dialogue comme ça, c'est tellement important pour les parents et les enfants. Je pense qu'on doit, après ce dialogue écrit, vous n'êtes pas reparti sur de nouvelles bases avec elle, une manière différente? Absolument, et, bien sûr. Et on s'est compris. Avant, comme vous venez de dire, à chaque fois qu'on se lançait dans une discussion, ça se terminait dans une violence, dans une engueulade pas possible. Et comme elle est une mauvaise herbe, très intègre et très caractérielle, donc bien sûr... Que des défauts. Elle ne se contentait pas de m'écouter, et heureusement, parce que sa manière d'être et sa manière de ne pas être d'accord avec moi et tout ça, ça me poussait à réfléchir encore plus. Mais oui, c'est ça le progrès dans la relation. Et puis fouiller aussi dans ma vie antérieure, dans des choses pour lui expliquer. Par exemple, il y a un passage sur le deuil, parce qu'elle avait perdu une copine lors d'un accident de voiture. Et moi, j'avais perdu mon frère pendant la guerre la guerre civile. Et donc, un jour, quand j'étais, je crois, à Kaboul, à l'époque, à ce moment-là, c'était 2005, 2006. Sa mère m'avait appelé pour me dire que voilà, Alice elle va mal parce qu'elle a perdu une de ses copines très chères. J'ai pris au téléphone, j'ai dit écoute ma fille, c'est la vie, c'est comme ça arrive, etc. Bon, on raccroche. Mais elle m'en voulait. Mais elle a raison. Et là, dans la lettre, justement, le monsieur il dit le jour où je te dis que voilà, je t'ai ressorti, et toi tu me dis oui. Ma fille, c'est la vie. C'est vrai que elle n'a pas digéré. Et ça m'a permis ensuite
de réfléchir sur moi-même, sur ce que j'appelle dans le livre ce mal de deuil. En effet, pourquoi? Parce que quand mon frère a été tué en Afghanistan en 1990, ma famille l'avait caché pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais en France. Ils ne vous ont pas averti? Et personne ne m'en parlait. Donc, et plus tard, quand je l'ai su, en effet, d'un seul coup, vous l'avez voulu. Le regard de mes proches, le regard de mes amis qui savaient, qui étaient au courant de ce qui se passait, et de mon épouse aussi, et qu'ils ne me disaient rien, je me trouvais tellement pathétique, justement, sous leur regard, etc. Donc, ça me permet de régler ce problème mal de deuil aussi. Je vous assure, c'est impressionnant ce livre à cause de ça. On se dit, mais vraiment, et tout ça dans la facilité apparente, hein, et on sent que les rapports d'un coup peuvent changer, que rien n'est perdu. Alors, un mot avant de finir sur vos relations avec les religions. Vous avez écrit quelque chose de fabuleux, je trouve. Je suis bouddhiste car j'ai conscience de ma faiblesse. Je suis chrétien parce que j'avoue ma faiblesse. Je suis juif parce que je me moque de ma faiblesse. Je suis musulman parce que je condamne ma faiblesse. Et je suis athée si Dieu est tout-puissant. C'est beau ça, quand même. Écoutez, parce que souvent on me posait tellement de questions sur ma religion. Sur la religion, bah oui. Sur la religion. Et c'est vrai que la religion est en même temps est très, très présente dans toutes mes œuvres. Parce que je crois que la religion, quoi que l'on fasse, on ne peut pas s'en débarrasser. On a besoin. L'humanité a besoin. Pourquoi? C'est une longue histoire à raconter, ça. Mais oui, on a besoin de quelqu'un absent, d'un au-delà. pouvoir, d'un au-delà. Ah, oui, même s'il est absent. Etc. Même s'il est absent, oui. Oui. Et pourquoi? Ça, je crois que c'est dans les gènes de l'humanité. En effet, on se sent toujours jeté sur cette terre, jeté dans ce monde. On ne se sent pas être de ce monde. Oui. Être de ce monde. Être d'ici, comme on dit. D'ici. On est toujours. Comme on a été projeté quelque part. Projeté de quelque part. Et là, en effet, ça nous met dans un état. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres, c'est ce que j'ai dit. Alors, dans une des lettres, justement, j'explique à ma fille cet état de l'humanité que je le qualifie d'un état inachevé. Je crois que tous les êtres vivants, même des plantes, tout, ils ont une structure achevée dans ce monde, sauf l'être humain. Et c'est pourquoi on ne se contente pas, justement, de solutions, de ce que nous sommes et de ce qu'on vit. Toujours, on se projette vers l'avenir. Et cela, évidemment, c'est à cause de ça, ce qui est en nous, parce qu'on est des êtres très faibles sur cette terre. Et la chose qui nous protège, le phénomène qui nous protège, c'est notre intelligence, notre imaginaire, en effet. Mais donc, malgré tout ce que vous dites, vous êtes athée. Vous n'avez pas eu besoin, vous, du... Non, je suis, comme disait l'autre, je suis devenu athée grâce à Dieu. Eh oui. Oui, Dieu en tant que concept, oui. Vous acceptez. En tant que, oui. que je voie ou non, il existe. Il existe, oui. Il existe. Il existe. On ne peut pas nier tel quel. Vous voyez, sinon, tous ces gens, ces hommes, ces barbus qui se battent au nom d'Allah, etc., etc. Pourquoi?
Oui, parce que quelque part, il existe, même dans l'imaginaire. Même dans l'imaginaire, il existe. Très puissant. Et très puissant. Très puissant. Donc, la question est, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet être de chimère, cet être imaginaire qui est là et que je me confie à lui. Oui, donc, évidemment, au fond, c'est la mort. C'est la mort de quoi on a peur, vers quoi on est destiné, et qui est quelque chose d'inconnu. Donc, moi, ce que je dis, la mort est la mère de Dieu. Mais c'est Lacan qui dit tout le monde sait qu'il va mourir, mais personne n'y croit. Bah oui. C'est une phrase sublime. Bah oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ah bah non. Allez, on va finir avec quelque chose qui est... on va voir ce que représente pour vous ce qu'est votre mère, la manière dont vous vivez son rapport avec elle, et aussi dans la même lettre que vous lui adressez après sa mort, combien vous avez intégré, pensé et profité de la liberté que vous a permis l'apprentissage d'une langue française, qui est une langue de liberté, et ce que a produit chez vous, voilà, cet attachement nouveau qu'elle ne connaît pas à une langue qui vous a permis d'être libre. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse, Attic, de nous dire cette lettre? Bon, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà vu ou entendu cette lettre que j'avais lue dans l'émission La Grande Librairie. Mère, je te trahis, pardonne-moi. Non seulement je t'écris longtemps après ta mort, mais je t'écris dans une langue qui n'est pas la tienne, ni la mienne. Je te parle en français. Et ce n'est pas exil qui me contraint à te trahir, mais cette langue qui m'a arraché à toi en m'ouvrant un monde de rêves, là où les mots semblaient promettre des horizons que je n'avais jamais connus. Et cela, depuis que j'ai eu 12 ans, depuis que tu m'as inscrit dans cette école franco-afghane qui portait le nom d'Istiklal, signifiant l'indépendance. Oui, c'est là que j'avais prononcé mes premières phrases en langue française. Voilà Alice, elle dort. Voilà Michel, il dort. C'était avec ces mots que je me laissais emporter dans cette langue où les objets, comme les êtres, avaient un sexe. Cette idée me troublait profondément, car, comme tu le sais, mère, dans ta langue, le persan, il n'y a pas de distinction entre le masculin et le féminin, comme si on cherchait dans la langue ce qu'on a perdu dans la vie, c'est-à-dire l'égalité entre les genres. J'étais trop jeune pour comprendre que c'est dans la différence que naît le sens, que la vie se construit dans cette tension entre ce qui nous distingue et ce qui nous réunit. Je dois cette révélation au français, cette langue dans laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme est rédigée et qui m'a donné plus tard l'asile loin de toi, afin de pouvoir vivre et survivre poétiquement et politiquement, rien que pour crier
haut et fort sans être blâmé. Bien avant que je ne devienne père, que j'ai une fille à qui j'ai donné son nom, Alice, pour garder vivant ce souvenir dans cette langue qui te trahit et me sauve. J'entends, mère, murmurer cette phrase d'Apperfeld qui crie de là où tu es. Sans langue maternelle, l'homme est infirme. Oui, je le sens dans chaque mot que j'écris dans cette distance que je n'ai jamais su combler. Pourtant, je m'accroche à cette langue qui m'a accueilli quand je ne savais plus où aller. Et au moins, grâce à elle, je peux dire ces mots que Kafka n'a jamais su prononcer à sa mère à cause de la langue allemande, comme il le dit. Ces mots simples. Je t'aime. Tu m'entends, mère? Tu dors? Vous savez, la force de votre rêve, d'emmener comme ça des gens pendant 1 heure dans un monde inconnu, c'est une qualité de dingue. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et donc, on a rencontré ce soir un poète, mais un vrai. C'est-à-dire un poète. Dans cette lettre, il y a tout vous, avec les contradictions. Tout ça résumé en quelques mots. C'est un exercice formidable, vraiment. Oui, oui. Baudelaire disait qu'il manquait 2 articles dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit de se contredire et de s'en aller. C'est avec regret qu'on vous voit partir. C'est un droit, mais regret.